premier épisode du balado Confession de Petit Chris avec notre premier invité qui s'appelle Jason. Allô? Salut. Pour commencer, je voulais savoir un peu aujourd'hui ta situation, grosso modo, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as des projets? Où est-ce que tu es situé en ce moment? Avant de tout ça, là, est-ce que je peux Oui, juste dire quelque chose? En ben oui. gros, tu sais, pour les gens qui écoutent ce balado, c'est juste, j'ai le Gilles de la Tourette. Donc, l'affaire, c'est que ça se peut que je fasse des bruits de bouche, comme ça, tout. Puis, c'est ça. Puis, ça se peut que je bug aussi. Donc, ça. C'est good. Mais, On prend ça en note. ouais. C'était quoi déjà la question? Aujourd'hui, où est-ce que tu te situes? C'est quoi tes projets? Ça ressemble à quoi ta situation en général? Ma situation, ben là, je suis dans une ressource d'hébergement, donc en santé mentale et tout. Puis en gros, je fais genre je fais des activités qui s'appellent un peu passe-action ou que je fais aussi des ateliers. Donc en gros, je fais 3 jours par semaine. Je fais du feutrage, joaillerie, puis un autre, c'est comme des cours de dessin, quelque chose de même. Je fais aussi des vidéos YouTube. Cool, Ouais. intéressant. Puis dans le fond, pour situer un peu nos auditeurs, toi, tu as vécu la transition à la vie adulte de la DPJ. En fait, tu es en plein dedans, de ce que j'ai compris. Ouais, ben en OK. gros, ça fait 1 an que j'ai quitté les centres jeunesse. J'ai quitté les centres jeunesse un peu après mes 18 ans, puis là j'ai 19. Tu as vécu toi aussi la transition en pleine crise de pandémie Ouais. également, donc on pourra y revenir peut-être un peu plus tard dans l'entretien pour que tu nous en parles un peu comment tu as vécu ça parce que je pense que c'est différent, aussi de vivre ça dans ce contexte-là. Ben ouais. Mais oui, ça va être super intéressant à aborder. Mais premièrement, je voulais revenir sur qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été placé? Ça ressemblait à quoi un peu ta dynamique familiale avant que tu sois placé à la maison? Ben, en gros, écoute, c'était beaucoup agité à la maison. J'ai vécu quand même beaucoup de violence dans ma famille et tout. Donc, j'ai eu un panoplie de traumatismes et tout. Puis, à 7 ans, il y a eu une situation où que, ben, ça, la situation de violence, où que finalement, ben, j'ai été en cours. Puis après, j'ai été chez mes grands-parents. Puis après ça, ça a débouché en femme d'accueil. Puis après, comme en foyer, puis là, au centre jeunesse, genre. OK. Puis tu disais à 7 ans, c'est là que tu as vécu l'épisode de violence qui a mené à ton signalement. Mais tu me parlais aussi, je pense que ton syndrome de la Tourette, il est apparu pas mal dans ces âges-là. Je me trompe-tu? Ouais, non, tu te trompes pas. OK. Moi, j'ai de la Tourette, c'est pas, je l'ai pas depuis ma naissance parce que c'est pas génétique. Personne l'a eu avant moi puis mon frère. Puis en gros, c'est vraiment le traumatisme de quand j'avais 7 ans, puis tout ce qui s'est passé avant qui a fait que j'ai eu mes tics. Moi, j'ai de la Tourette, puis après ça. Puis est-ce que ça a pris du temps avant que tu sois accompagné pour soit par rapport au traumatisme ou au syndrome de Gilles Latourette? As-tu été prise en charge par le système de santé tout de suite ou ça a pris du temps? Honnêtement, je m'en rappelle pas tant parce que moi je dis que je sais même pas si c'est vraiment à 7 ans qu'ils m'ont diagnostiqué, mais je sais que j'avais des tics à partir de 7 ans. Puis en plus, je sais que genre quand j'ai eu mettons 13-14 ans, c'est là que j'étais plus conscient des gens qui m'aidaient par rapport à ça. Donc
Puis en gros, j'ai juste eu du support. Tu sais, tu peux pas vraiment aider quelqu'un que j'ai de la tourette quand tu sais pas trop c'est quoi, puis tu l'as jamais vécu. Mais tu peux quand même donner du support. Donc moi, j'ai eu du support. Puis OK. c'est ça. Dans le fond, tu as été pris tout de suite en charge. Fait que toi, tu disais la première place que tu as été, c'est chez tes grands-parents. Ouais. Comment ça s'est passé chez tes grands-parents? C'est ça. Euh, ça j'étais très tannant. Ma grand-mère peut même l'approuver. Euh, en gros, l'affaire, c'est que moi, j'ai beaucoup, parce que, tu sais, dans ces âges-là, mon frère aussi partait en famille d'accueil. C'est là que, après, moi, j'arrêtais pas de dire à mes grands-parents que je veux partir le protéger, genre, parce Mmh. que je voulais partir avec lui en famille d'accueil parce que je voulais comme le protéger tout le temps. Puis, parce que c'est quand même mon petit frère et tout. Puis, après, en gros, à un moment donné, il s'est passé une situation, puis mon grand-père me, en fait, il- ah, c'était la nuit, genre, je voulais pas me coucher, puis au moment de me coucher, il me dit, admettons, demain, tu t'en vas en famille d'accueil. Puis le jour même, non, le lendemain, j'étais en famille d'accueil. Donc, c'était quand même, j'ai quand même aimé ma période où que j'étais avec mes grands-parents, mais genre, c'était juste, j'étais beaucoup agité, j'écoutais ça, c'était ça. Puis tes grands-parents, ils ont-tu reçu de l'aide justement pour essayer de t'aider à t'adapter à ton nouveau milieu, puis de diminuer ces comportements-là d'agitation? Je sais pas. Dans la famille, l'aide, pas vraiment. Sans moi, c'est ça, depuis le début de la patente, la famille a pas eu beaucoup d'aide, mais à part ça, je sais pas trop, tu sais, je suis pas trop conscient de ce qui s'est passé vraiment en détail. Parce que, en tout cas, pour avoir entendu l'histoire de beaucoup d'autres jeunes qui ont passé par la DPJ, c'est une des choses qui revient souvent, c'est que on offre de l'aide pour le jeune, mais on n'offre pas de l'aide pour toutes les proches qui l'entourent, que ce soit la famille immédiate ou, comme dans ton cas, c'était tes grands-parents. Fait que, tu sais, même si le système donne des interventions, des trucs pour aider pour le jeune, si la famille a rien de son côté, ben, c'est des coups d'épée dans l'eau. Puis Fait ça, un moment donné, des membres de ma famille m'avaient dit que ils ont fait en gros 14 places. Ils ont essayé 14 ressources ou 14 trucs pour avoir de l'aide, puis ils ont rien reçu. ils n'ont pas été C'était- capables d'en avoir. C'est ça, puis ça a été le centre jeunesse qui m'ont pris, genre. C'est Hmm. ça. Fait que tout de suite après avoir terminé ta période avec tes grands-parents, t'es rentré en centre jeunesse. En gros, je suis rentré en famille d'accueil. Je suis parti en famille d'accueil 4 ans à Belleuil. En gros, je partais de Longueuil à Saint-Hubert, mes parents à mes grands-parents. Après ça, de Saint-Hubert à Belleuil, où que j'ai été 4 ans. Puis ça, il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de moments que j'ai pas vraiment aimé dans cette famille d'accueil, mais ça a été quand même une très belle famille d'accueil et tout. Après ça, j'ai été en foyer 1 an, en foyer à Saint-Hyacinthe. Puis après, j'ai été à Montréal pendant un autre foyer pendant 3 ans et 2 mois. Puis là, j'ai été en centre jeunesse. OK. Fait que à ta famille d'accueil, qu'est-ce qui a fait que tu as dû quitter la famille d'accueil? En gros, c'est un moment donné, parce que moi, j'avais une travailleuse sociale que, en gros, un moment donné, j'ai dit que j'aimais pas ça parce que, en gros, je trouvais que le gars avec moi dans la famille d'accueil, l'enfant qui était avec moi dans la famille d'accueil, était plus vieux que moi. Mais lui, j'ai trouvé que il utilisait des fois un peu de violence, genre il était brusque avec moi.
Puis, puis l'affaire, c'est que donc moi j'ai demandé à ma travailleuse sociale parce que aussi j'avais un ami à l'école que dans sa famille, il y avait une femme d'accueil. Donc moi, dans ma tête, c'était tout rose, hein. C'était comme je veux aller chez mon ami en fan d'accueil, tous ses parents vont me prendre et tout. C'était vraiment le premier projet de ma vie, en fait, que je voulais faire. Puis ma travailleuse sociale, finalement, me disait que c'était pas possible, mais qu'il y a un foyer à Sainte-Hyacinthe que je pouvais aller. Mais elle me pas dit ça de même, elle me dit, tu peux aller dans un foyer. On a juste à trouver lequel, puis finalement, ça a été lui. OK. Moi aussi, j'ai déjà été en foyer de groupe, puis j'avais vraiment beaucoup aimé mon expérience. Moi, Ouais. j'étais restée là à peu près 1 an. Fait que toi, t'étais resté combien de temps, tu disais, en foyer de groupe? Ben, à Sainte-Hyacinthe, j'ai été environ 1 an. Puis vous étiez combien dans votre foyer de groupe? On était 9, à peu près. Juste des garçons? Ouais, juste des OK. garçons. Puis comment t'as trouvé ça, la dynamique de groupe? Ben, c'était la première fois que je vivais une dynamique de groupe, puis que je vivais ça. Donc, en gros, c'est sûr, je me suis fait un très bon ami là-dedans, puis c'était cool. Mais il y a beaucoup de, genre, vu que on était des enfants dans ce temps-là, c'est sûr, genre, il y a beaucoup, des fois, de tensions, ou des fois, ça va moins bien, comme, ou s'il y avait de super belles activités, mais souvent, c'était vraiment de la gestion, pis tout, c'était plus genre, c'est pour les éducateurs, puis c'était pas toujours le fun. C'est beaucoup, des fois, les jeunes étaient beaucoup dans l'abus d'énergie et tout, mais c'était cool, quand même. J'ai quand même aimé ça. Et ça va être particulier parce que moi, je trouvais des fois justement que ça brassait, puis on était juste 12 filles. Mais imagine, les garçons, vous avez une poussée hormonale là, dans l'adolescence, ça devait être quelque chose à gérer justement. Les... Ben, ouais, ben, dans mon premier foyer, non, parce que on était jeunes, mais en gros, ben, c'était jusqu'à 13 ans. En gros, c'est vraiment quand j'étais d'un foyer à Montréal que là, c'est ça. C'était plein d'affaires. J'ai même eu des situations un peu bizarres, mais ça, puis ouais. Mais oui, Mais c'est sûr qu'il doit y avoir des situations bizarres en foyer de groupe, là, surtout dans le coin de Montréal, là, j'ose même pas imaginer. Puis tu disais qu'il y avait eu un endroit en particulier, justement, qui était au foyer de groupe à Saint-Hyacinthe, où est-ce que tu avais senti que tu t'es senti à l'aise à ta place? Tu avais un sentiment d'appartenance avec le foyer? Est-ce que ça allait bien? ouais, ouais, c'était le fun parce qu'on était comme une famille dans le foyer. Oui, comme une famille normale, il y a des moments que ça va moins bien et tout, mais vraiment, on faisait des conneries en famille, genre en famille, mais c'est comme vraiment, on n'était pas une famille, là, c'était vraiment le foyer. Mais on faisait souvent des parties dans le salon avec de la musique. On avait un gros speaker. Puis on mettait genre, les musiques de mes aïeux, des choses de même. Puis genre, des générations, même une pilule, une petite granule, des affaires de même. C'était vraiment cool, on dansait, puis c'était le fun. Tu sais, il y avait des moments vraiment le fun. T'allais-tu à l'école aussi, à l'école publique? Ouais. OK. Par contre, ça a été la première école où j'ai eu de l'intimidation. Hmm. Vraiment, où que ça a commencé, vraiment, que j'ai eu en masse d'intimidation. C'est là que ma différence se faisait sentir parce que c'était des personnes un peu plus vieux que genre à l'école à l'école en temps à Belleuil. Puis est-ce que ton foyer, ils ont été capables de t'aider pour ça? Ouais, quand même. Ouais, ça. C'était quand même bien. Même les professeurs m'ont beaucoup aidé là-dedans. Puis c'était cool. OK. Mais hey, j'ai envie de dire quelque chose aussi, Ben vu oui, qu'on est là-dedans, là. vas-y. En gros, je trouve ça quand même important de le dire parce que
vraiment, ça fait partie de mon histoire, puis je pense que ça a été le moment qui a complètement changé ma vie. C'est quand je suis arrivé à Montréal en 2015. J'ai, pour être honnête, j'ai perdu tout. OK? Donc, j'ai tout perdu toutes mes sens, quasiment pas mes sens, l'ouïe, l'odorat, tout, non. Tes Je repères. je parle mes repères, ça. En gros, c'est vraiment comme j'ai perdu toute confiance en moi, aux autres, en l'environnement. Puis toutes mes qualités, genre, c'est tout remis à zéro. J'avais quasiment plus de personnalité. Puis avec le temps, avec le temps, dès que j'arrivais à Montréal, j'ai su, genre, me créer une personnalité. Mais souvent, parce que, tu sais, quand t'es à l'école au secondaire, tu te fais souvent intimider, surtout quand t'es différent. Puis après, ben, j'ai comme grandi avec des mauvaises personnes. Ça fait que j'ai grandi avec ça, mais genre, peu importe, j'ai toujours su, genre, je sais pas comment dire, genre, peu importe, je me suis créé une personnalité, puis ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Puis Fait que genre, dans le j'ai plus, fond, ouais, avec le changement d'endroit, tu as dû changer d'identité. ouais, quasiment, OK. quasiment ça. Parce que j'ai créé comme une nouvelle identité, parce que, genre, ça s'est fait quasiment automatiquement. J'ai comme tout perdu quand j'ai quitté la banlieue. T'avais quel âge quand t'es arrivé à Montréal? Déjà, t'avais autour de 12 ans, c'est ça environ? 13 ans. 13 ans. Puis tu commençais aussi t'avais commencé le secondaire juste une année avant ou tu commençais le secondaire en arrivant à Montréal aussi? Je commençais le secondaire en arrivant à Montréal. Même que j'ai commencé le secondaire une semaine en retard. Donc là, Puis, c'est ça, tu partais de Saint-Hyacinthe, tu partais du primaire, et puis là, tu arrivais à Montréal, la grosse ville, avec l'école secondaire, et puis donc, tu as dû vraiment t'adapter à tout cet nouvel environnement-là et te découvrir, c'est ça, aussi en ouais, tant que personne là-dedans. ben ça. Puis ton identité que tu t'es créée à Montréal, étais-tu rattachée à une sous-culture en particulier? Tu sais, comme par exemple, moi, à un moment donné, à l'âge d'à peu près 15 ans, je suis devenue gothique. Tu sais. Toi, t'es-tu devenu un rappeur, un skater? Y a-tu une identité qui ressemblait un peu à... En fait, à- juste pour te dire, mon identité, en fait, c'est un peu touché parce que, en gros, l'affaire, c'est un peu bizarre parce que moi, comme mon identité était polyvalent. Donc vraiment, c'est soit que je savais rien faire ou soit que, genre, parce que j'avais pas vraiment de passion quelconque. C'est juste, je vivais ma vie avec la souffrance que je vivais. Je vivais ma vie avec des gens qui me font vivre de la difficulté. Donc, mon seul objectif était de survivre. Puis c'est vraiment rendu à 18 ans que, ou la fin de mes 17 ans, là, quand la COVID est arrivée, c'est là que j'ai découvert ma première passion qui était l'humour. Puis après, j'ai découvert une passion pour la musique. Ben non, au début, j'ai découvert la passion pour la musique. Après ça, c'était l'humour. Quand j'étais en quarantaine à une autre place, parce que au centre jeunesse, tu sais, il y avait un indicateur qui a eu la COVID. Donc, on a tous déménagé pendant 14 jours. Puis après, vraiment, c'est là que j'ai eu des passions. Puis à un moment donné, j'ai découvert la passion pour le dessin. C'est là que je me suis créé des passions. Puis ça fait que ma personnalité s'est plus concrétisée. C'est ça. Fait que de ce que je comprends, c'est comme si ton identité au début était un peu plus caméléon, ou est-ce que tu t'adaptais beaucoup au groupe? Puis Ouais. là, ton identité a changé avec la découverte de tes passions. Ouais. OK. Ouais. Puis
là, tu me parlais de la COVID, le centre jeunesse. Qu'est-ce qui a fait que tu es retourné en centre jeunesse? En gros, c'est ça. J'avais une problématique que je nommerais pas parce que ça me concerne que moi, mais en gros, j'avais une grosse problématique qui a fait que c'est une problématique comme liée à mes traumatismes que j'ai eu avant. Puis après, ben ça fait que le foyer de groupe pouvait plus me garder. Donc ils m'ont dit, tu sais, on peut plus te garder. Donc moi j'ai fait le pour et le contre, admettons, rester au foyer ou aller au Mont-Saint-Antoine ou des choses comme ça. En gros, j'avais tout fait le pour et le contre sur une grande feuille, puis j'ai présenté ça à l'accès quand on a fait la rencontre à l'accès. Puis c'est là que ils m'ont dit, ben on va aller comme toi, tu vas aller au Mont-Saint-Antoine. Puis après, ça s'est fait comme ça. Puis en gros, c'est là que j'ai été à une unité le Nautilus. Puis c'est là que, c'est après ça, j'ai été à l'unité d'autonomie, le DAVA, au Neptune. Donc ça. Fait que dans le fond, toi, tu ressentais, en ayant fait les pour et les contre, que tu avais besoin de plus d'encadrement pour régler des problèmes de comportement. Ouais, ouais. OK. Puis là, tu mentionnais la COVID, quand ça a commencé, tu étais en centre jeunesse? Ouais, j'étais au Neptune. La dernière OK. place où j'étais au centre jeunesse. C'était une unité, vraiment une unité d'autonomie pour les jeunes qui veulent partir à la vie adulte. Donc, ça, de 16 à 18. Puis moi, j'étais arrivé à 17. Donc ça, puis vraiment, dans mon année de 17 ans, je pense, ouais, c'est là que vraiment j'ai eu la COVID entre-temps, puis ça. Donc, OK, tu l'as attrapé. La COVID, tu l'as eu. non, je l'ai pas eu. Ah, OK. La COVID est arrivée entre-temps OK. avant d'avoir 18 ans, là, ça je veux dire. OK. Puis ça a dû changer vraiment beaucoup, justement, le climat, puis tout, comment que les routines étaient gérées avec la COVID. Ça a dû être intense. Ouais, mais on pouvait plus sortir, carrément. Donc, ça fait comme tout le monde, en fait, on pouvait plus sortir. Donc, puis l'affaire, c'est que c'était encore plus sévère que les gens normaux, là, entre guillemets, là. C'est comme, ben oui, les gens comme, sont pas au centre jeunesse, tu sais. Nous autres, on, notre période de confinement vraiment intense a été un peu plus longue que la société normale. Oui, OK. puis si je peux me permettre aussi, quand que ça a commencé, il y a eu des décrets du gouvernement également qui ont limité les sorties. Donc, si certains jeunes avaient habituellement l'habitude de sortir, voir leur famille parfois les fins de semaine ou autres, à ce moment-là, les sorties étaient coupées. Et puis toi, tu étais dans une ressource également, le DAVA Neptune, comme tu le mentionnais, une unité spécialisée en autonomie. Et puis Ouais, c'est une ressource, tu sais, si tu veux nous en parler un petit peu plus, qui est assez récente également. Et puis c'est très orienté sur la communauté, sur les ressources communautaires également. Puis on encourage généralement les jeunes à sortir de l'unité, mais là, étant donné la pandémie, c'était pas habituel. Donc, comment, ça s'est passé vraiment pour toi là de devais aussi de trouver un projet de vie? C'était un des critères, importants dans cette unité-là aussi, de te trouver un projet de vie. Donc, je sais pas si tu veux nous expliquer un peu. en gros, je vais commencer du tout début quand j'étais arrivé au Dava. En gros, j'avais fait la demande parce que, tu sais, j'avais besoin d'une place pour pratiquer mon autonomie, toutes les choses comme ça. Puis, en gros, quand ils m'ont accepté au Dava, c'est là que j'ai appris que, genre, tu sais, il fallait que je fasse mon épicerie, il fallait que je fasse tous les trucs.
Puis ça, donc après, genre, je me suis beaucoup pratiqué là-dedans, mais au début, on me disait tout le temps, genre, il faut que tu te pratiques à tes 18 ans et tout. Puis moi, j'étais tout le temps figé. J'étais comme, plus que ça avançait, vers mes 18 ans, plus que j'étais figé. Donc, toutes les aides qu'on a essayé de me dire, comme, tu devrais, moi, on me dit, en même temps, tu devrais aller à Pôle Po, la ressource que je suis en ce moment. En gros, même au Nautilus, mon éducatrice de suivi m'avait dit ça à un moment donné. Puis j'ai dit non tout le temps parce que j'avais peur que ça soit une étiquette. Puis même à un moment donné, tu sais, j'ai failli aller dans une école aux adultes en santé mentale, le centre Champagnat, mais j'ai pas voulu parce que genre je pensais que ça allait me coller une étiquette puis j'aimais pas ça. En gros, dès que j'ai eu mes 18 ans, que là, c'était là, là. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, faut que je fasse de quoi. Donc, je me suis dit, OK, j'aimerais peut-être aller à Polpo. Mais là, c'est comme, les démarches sont quand même assez longues. Donc, c'est sûr, c'était pas trop tard, mais c'est comme c'était pas mal tard, là. Donc, donc ça. Puis, donc, ça fait que aussi, du jour au lendemain, genre, un jour, je voulais aller à Polpo, je me disais, OK, je vais y aller, tu sais, tout. Le lendemain, je voulais aller en appart, je faisais des démarches pour aller en appart. Là, l'autre lendemain, je voulais aller dans ma fan d'accueil. Après ça, je me disais, ah, l'appart, tu peux pas. Donc, après, genre, je veux retourner à Polpo. Après ça, j'étais comme, non, en appart, tout. Tu sais, ça changeait tellement dans ma tête que ça, je visais beaucoup l'appartement parce que je voulais mon autonomie et tout. Mais on m'a fait réaliser que l'appartement, avant l'appart, il y a une étape avant, puis l'étape, c'est pas le pot. Puis Fait que en gros, j'imagine que tu as ressenti probablement beaucoup de détresse avec tout ce qui se passait avec la COVID, parce que je veux pas les ressources qui sont là pour aider. Tout ce qui arrivait les affaiblissait un peu pour être capable de soutenir les besoins de tout le monde. ouais, mais en gros, moi, la COVID, ça m'a beaucoup aidé parce que à un moment donné, OK, v'là quelques jours, j'ai vu une publication d'une YouTubeuse. Elle disait sur son Instagram, genre, que, elle posait la question, genre, euh, admettons, pour vous, la COVID, c'est quel point positif que ça a apporté? Puis moi, j'y ai pensé, puis je me suis dit, le point positif que la COVID m'a apporté, c'est vraiment le fait que s'il n'y aurait pas eu la COVID, je pense que en ce moment, je serais encore dans la rue. Parce que moi, au début, la COVID ça fait que le Los Angeles m'a gardé. Mais à un moment donné, ils m'ont dit, vu que ton plan n'est pas assez stable, ils m'ont dit, on va te laisser genre expérimenter la vie pour genre avoir plus une idée fixe de ton plan, tu sais, pour réfléchir pendant 4 jours. Puis là, c'est là que, en gros, je suis parti. C'était supposé être le lundi au jeudi, le 15 juin, le lundi 15 juin, mais je suis parti le 13, le samedi. Parce qu'en gros, je sentais la panique venir. Je sentais la crise de panique venir le samedi. Puis je me suis dit, si j'attends le lundi, c'est sûr, je vais être en petite boule devant le Neptune. Puis je ne serai pas capable de bouger là pendant 4 jours. Tu comprends? Fait que Puis, dans le fond, tu voulais pas attendre pour justement pas augmenter le sentiment de panique. Pour toi, c'était mieux de te plonger direct dans l'action, dans ce qui s'en venait. ouais. Donc, j'ai pris mon sac, j'ai pris ma médic, puis j'ai avisé les éducs. Même mon éduc de suivi était là. Puis il m'a clairement dit comme ça, genre, tu sais que si tu pars maintenant, tu reviens pas dans 30 minutes. J'ai dit non, non, je viens pas dans 30 minutes, c'est bien correct. Puis j'ai dit, genre, inquiétez-vous pas, je vais partir, puis c'est ça.
Euh, En gros, je suis parti, j'ai marché de Honoré-Beaugrand du métro Honoré-Beaugrand jusqu'à Vio. Donc, j'ai marché tout ce temps-là. Puis après ça, j'ai pris le bus. Tu sais, j'avais comme une petite liste sur un papier des ressources que je pouvais aller. Puis j'avais le refuge des jeunes. Donc, j'ai été jusqu'au refuge des jeunes. Puis après, tu sais, j'ai été dans la rue pendant plus que 4 jours parce que 4 jours après, en fait, le vendredi, euh, j'ai fait ma rencontre avec le Neptune, puis l'accès, toute la patente pour aller à Polpo. Pas vraiment l'accès, mais comme les gens qui vont m'aider à ça. Puis en gros, c'est là que j'ai dit, moi, je serais pas prêt de revenir au Neptune parce que, tu sais, je me mobilisais plus dans la rue qu'au Neptune. Donc, je me disais, si je reviens au Neptune, c'est sûr que je vais plus me mobiliser. Donc, j'aimais mieux faire mon cheminement m- m- pour, admettons, l'aide sociale, pour d'autres ressources et tout. Donc, vraiment, j'aimais mieux faire ça dans la rue. Puis, je suis resté quasiment tout l'été, soit dans le refuge des jeunes pendant un mois, puis après ça, dans un autre, dans une ressource, l'hébergement Saint-Denis. Puis après ça, je suis revenu au Neptune parce que j'ai eu genre une fin de séjour et tout. Fait que dans le fond, les ressources que tu avais, Refuge des jeunes, puis l'hébergement Saint-Denis, ce qu'ils t'offrait, c'était un toit pour la nuit ou ils t'offraient plus de services, des espaces communautaires, etc.? Euh, le refuge des jeunes, mais il me donnait juste un lit, un toit pour la nuit. C'est comme tu dis, hein. C'est vraiment comme j'arrivais là le soir, je soupais, puis je dormais. Le lendemain, je partais, je revenais pour dîner, puis c'est ça. Puis la fin de semaine, je partais le matin, je reviens le soir, puis c'est ça. Puis vraiment, après ça, l'hébergement Saint-Denis, c'était là comme une place où il offrait tout, là. La bouffe, tout, vraiment un toit, puis un salon, une cuisine, tout, là. Mais vraiment, c'est communautaire, là. C'est pas un appart. Donc ça, c'est comme un foyer de groupe, en fait, là, mais en ressources. Il y a une chose OK. aussi que je trouve qui est importante dans ton parcours. Peut-être que tu pourrais brièvement nous en parler, mais c'est un programme que tu as reçu, toi, que peu de jeunes, en fait, ont accès pour différentes raisons, mais c'est le programme PQJ, aussi appelé programme Qualification Jeunesse. Je ne sais pas si tu aurais quelques petites choses à nous expliquer, peut-être un peu c'est quoi, qu'est-ce que ça t'a apporté, hein? Le PQG, en fait, c'est en fait une aide avec un éducateur PQJ qui est assigné à moi, genre. Euh, Puis que lui, en gros, il m'aide dans tout ce qui est autonomie pour la vie adulte. Puis en gros, il m'aide dans plusieurs démarches jusqu'à la vie adulte. Puis en gros, c'est de 16 à 19 ans et des poussières. Puis moi, tu sais, ça finit au mois de juin. Puis ça m'a beaucoup aidé parce que, tu sais, si genre je pouvais parler à quelqu'un, c'était lui. À un moment donné, il est venu dans les ressources que j'ai été pendant que j'étais à la rue et tout. Puis c'est ça, il m'accompagnait, puis c'était le fun. Tu sais, parce que j'avais une aide supplémentaire. Donc, c'est cool. Oui, puis tu as développé aussi au fil des ans, parce que c'est quelque chose qui est important avec le PQJ, c'est aussi le long terme. Tu sais, c'est une personne que tu as développé un lien de confiance, un lien significatif avec lui, que peu importe tes déplacements, parce que tu sais, tu as quand même vécu de l'instabilité là, dans ton placement, bien, cette personne-là reste quand même toujours là. Donc, ça reste un peu un repère en quelque sorte, j'imagine. Moi, j'ai pas eu accès à ça, mais je suppose que pour toi, ça devait Ben être un ouais, peu comme un repère. ben ouais, en plein ça. C'était un repère. Fait que dans le fond, tu avais, mettons, une travailleuse sociale, puis tu avais un intervenant de PQJ de plus pour t'aider si t'arrivait Ouais, quelque chose. ouais.
Puis en plus d'avoir, quand j'étais en centre jeunesse, un éducateur et tout, ben, en plus, moi, qu'est-ce qui était le fun, c'est que, en gros, j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont aidé. Autant ma femme d'accueil, la madame de ma femme d'accueil, j'ai toujours gardé contact avec elle. Puis souvent, un moment donné, elle m'a apporté un lunch, elle m'a apporté des masques, elle m'a apporté des choses pendant que j'étais à la rue. Puis c'est ça, elle est pas loin de Belleuil, donc il fallait qu'elle vienne jusqu'à Montréal et tout, donc je la remercie beaucoup pour ça. Puis en plus, aussi, j'ai eu, en gros, j'ai eu beaucoup de support des éducateurs du Neptune. Tu sais, ils voulaient pas me mettre dehors de même puis que je parle plus jamais. Là. C'est ça, je pouvais parler quand même un peu. Puis aussi, tu sais, je parlais beaucoup à ma mère, à ma grand-mère. Puis j'ai eu beaucoup d'aide aussi. Des fois, je pouvais parler à des éducateurs que j'avais eus au foyer Godbout. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une éducatrice que j'aimais beaucoup. Elle est venue au Mont-Saint-Antoine. Euh, pas en tant qu'éducatrice, hein, mais dans un autre poste. Fait que tu as gardé des liens avec eux quand même au travers de tout ce qui s'est passé. Ouais, puis aussi, ça, j'ai gardé quand même des liens avec beaucoup de personnes. Puis aussi, j'avais aussi ma psychologue, mon psychiatre, un médecin aussi. Donc, c'était quand même ça. C'était cool. Puis ça, tu les avais avant d'avoir ta transition à la vie adulte, ces Ouais, professionnels-là? OK. Puis c'est ouais. resté? Il y en a que je parle plus beaucoup. C'est mes anciens éducateurs et tout. Des fois, je leur parle, mais pas tellement. Puis j'ai toujours une psychologue, j'ai toujours un médecin et tout. Donc ça. Puis genre ma femme d'accueil, je leur parle encore un peu. Hmm. C'est intéressant parce que, tu sais, il y a beaucoup de jeunes, des fois, que, tu sais, comme par exemple, moi, j'en avais un médecin de famille, mais quand j'ai fait ma transition, tu sais, j'ai déménagé, puis j'ai perdu mon médecin de famille. J'ai été obligée de changer tous les suivis qui s'occupaient de ma santé. Là, parce que je suis suivie par plusieurs spécialistes. Ben, j'ai tout été obligée de refaire des demandes ailleurs. Fait que c'est intéressant quand même que tu aies pu garder ça avec toute ta transition à la vie adulte. Puis, dans le fond, un peu pour clôturer notre podcast, je voulais savoir si tu avais quelque chose, une valeur ou plusieurs valeurs qui t'ont guidé pendant tout ton cheminement. Mais en fait, la valeur que j'ai trouvée la plus importante, là, je sais pas si j'en ai d'autres, mais en gros, pour moi, c'est vraiment, en gros, l'espoir. Parce que, genre, c'est ce mot-là qui me vient en tête, puis que vraiment, c'est quelque chose, c'est pour moi, l'espoir, c'est quelque chose de très important dans mon parcours, que je fais encore aujourd'hui. Moi, je me suis toujours dit la phrase, comme, mettons, genre, en gros, c'est l'espoir au lendemain. C'est comme, je me disais, demain, ça va aller mieux. Ça se peut, ça aille pas mieux, mais un moment donné, ça va aller mieux. Puis, puis à force de me le dire que demain, ça va aller mieux, c'est un autre jour, ben, j'ai vraiment cru à ça. Puis après, ça fait vraiment que je me suis attaché à ça. Puis après, ça a été mieux. Parce que quand ça va pas bien, l'important, c'est que la tête déraille pas non plus. Donc, c'est important qu'il y ait une ligne directrice que tu dis tout le temps à tous les jours, que tu te fais rappeler à ça. Comme ça, après, cette ligne-là, elle reste toujours, puis tu te raccroches à cette ligne. Donc, c'est ça qui est important pour moi. Fait que de garder espoir, ça t'a permis de rester accroché malgré tout ce qui pouvait se passer, puis de dire que peu importe ce qui allait arriver, il fallait garder confiance en la vie. Ouais, Est-ce que c'est un peu ça? ouais. Puis moi, je me dis, tu sais, si moi, je serais destiné à pas survivre à pas survivre longtemps, je serais déjà plus là. Donc, je me dis, tu sais, vu que j'ai tout vécu ça, ben,
c'est un signe pour me dire, tu sais, je peux encore vivre plein d'affaires. Puis c'est juste, si je me garde cette ligne directrice-là, ben, c'est vraiment, ça va aller bien. Autrement dit, tu as appris que malgré tout ce que tu as vécu, tu es capable de rebondir, puis tu es capable justement de retrouver un équilibre, puis de Ouais. trouver des moyens pour t'aider à avancer malgré les obstacles. Ben ouais. C'est vraiment un beau message. Puis justement, en parlant de messages, j'étais curieuse si tu avais un message à adresser aux jeunes placés, présentement placés. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, je leur dirais de pas lâcher. Hein? C'est soit qu'il y a des journées qui peuvent être plus dures ou des fois toutes les journées sont dures. Puis vraiment, il faut croire à ses capacités. Puis pour moi, qu'est-ce qui m'avait beaucoup aidé là-dedans aussi, c'était d'en parler aux éducateurs, à mes proches. Je parlais de plein de choses, tu sais, que genre, je parlais quand ça allait moins bien. Puis c'est vraiment ça, ça m'a aidé. Donc, ça, puis vraiment de ne pas lâcher. Puis à un moment donné, ça va finir. C'est ça. C'est excellent. Fait que faut pas hésiter à aller demander de l'aide, puis faut entretenir cette capacité-là à essayer de voir plus loin, même si pour l'instant, il y a bien des choses qui vont contre le courant. Ouais. Puis l'important, c'est de rester fort. Et de toujours garder l'espoir. Ouais. Et voilà. Bon, ben, super conclusion pour notre premier podcast. Fait que très contente de t'avoir eu comme premier invité. Ah, Puis moi aussi, je suis content. on se retrouve bientôt pour un deuxième épisode. Merci beaucoup. Une belle soirée. Ouais. Bye bye. Bye.